Je m'appelle Jean-Luc Mercier. J'ai 67 ans et je suis un ancien procureur de la République à la retraite, vivant dans le centre de Paris. Depuis 3 ans, depuis la mort de mon jeune frère Thomas, le vide dans mon appartement est devenu un compagnon constant. Mon neveu, Marc, me dit qu'il s'inquiète de me voir vivre seul à mon âge. C'est pour cela qu'il insiste pour nos dîners mensuels chez lui, à Saint-Germain-en-Laye. Il dit que c'est pour me garder connecté à la famille. Mais j'ai appris au fil des ans que lorsque Marc dit faire quelque chose pour mon bien, je devrais probablement vérifier ce qu'il a réellement dans sa poche. Jeudi dernier, j'étais assis dans une salle de conférence lors du symposium annuel du Conseil national des barreaux, dans le centre de Paris, lorsque mon téléphone a vibré. L'écran affichait un numéro que je ne reconnaissais pas. Je ne réponds normalement pas aux numéros inconnus, mais quelque chose m'a poussé à sortir dans le couloir pour prendre l'appel. Monsieur Mercier. La voix de la femme était professionnelle, saccadée. Ici le contrôleur Stéphanie Durand de la Direction générale des finances publiques, division audit. Nous devons vous parler concernant certaines divergences dans vos récentes déclarations fiscales. Le sang s'est retiré de mon visage. En 40 ans de pratique du droit, je n'avais jamais eu le moindre problème avec le fisc. Depuis ma retraite, mes impôts étaient simples, juste ma pension de magistrat et quelques retraits de mon plan d'épargne retraite. Je les déclarais moi-même chaque année comme une horloge. Je suis désolé, il doit y avoir une erreur, dis-je, mon instinct de procureur se réveillant immédiatement. Je n'ai rien déclaré d'inhabituel. Monsieur Mercier, nous avons 3 années de déclaration de pertes commerciales totalisant 230 000 €. Ces pertes ont été déclarées sous le nom de Groupe Conseil Mercier, une société enregistrée à votre nom. Ces pertes ont déclenché un audit complet de vos déclarations personnelles remontant à 5 ans. Mes jambes sont devenues faibles. Je me suis appuyé contre le mur. Je ne possède aucune entreprise. Je suis à la retraite. Je ne dirige aucune société de conseil. Il y eut un silence. Monsieur, nous avons les documents d'immatriculation ici. L'entreprise a été enregistrée en Île-de-France en 2022, peu après le décès de votre frère. Le dirigeant et actionnaire unique est listé comme étant vous, Jean-Luc André Mercier, avec votre numéro fiscal et votre adresse personnelle. C'est impossible, ai-je chuchoté. Mais même en le disant, quelque chose de froid et de terrible commençait à se former dans mon esprit. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de Marc et Julie à Saint-Germain-en-Laye. C'était l'une de ces nouvelles constructions modernes en banlieue chic. Des angles modernes et des finitions coûteuses que j'avais toujours trouvées stériles et peu accueillantes. Marc m'avait envoyé un SMS plus tôt dans la journée, comme il le faisait toujours, pour me rappeler le dîner. Hâte de te voir, oncle Jean-Luc. Julie prépare ton bœuf en croûte préféré. Je me suis assis dans leur salle à manger. L'odeur du romarin et de l'ail pesait dans l'air. Julie, avec son sourire de façade et sa robe de créateur, versait du vin dans des verres en cristal. Marc, dans son pull décontracté hors de prix, faisait défiler son téléphone, la lumière bleue illuminant son visage. Oncle Jean-Luc, dit Julie, sa voix étant ce mélange parfait de chaleur et de condescendance. Tu as l'air fatigué. Est-ce que tu dors bien? Marc et moi n'arrêtons pas de dire que tu devrais vraiment envisager de déménager dans un endroit avec moins d'entretien. Une belle résidence service senior, peut-être? J'étais sur le point de répondre quand mon téléphone a sonné à nouveau. Le numéro du fisc. Madame Durand. Je suis vraiment désolé, dis-je en me levant. Je dois prendre cet appel. J'ai marché vers le couloir et c'est là que je l'ai entendu. Alors que je portais le téléphone à mon oreille et disais Jean-Luc Mercier à l'appareil, j'entendis Marc derrière moi. Il a ri. C'était un rire bref, nerveux, un aboiement qui semblait résonner sur les murs de leur maison coûteuse. Je me suis retourné lentement. Il me regardait et, pendant une fraction de seconde avant qu'il ne contrôle son visage, je l'ai vu. La panique pure. Puis il a arrangé ses traits en quelque chose ressemblant à de l'inquiétude. Tout va bien, oncle Jean-Luc, demanda-t-il, sa voix un peu trop forte. Monsieur Mercier, disait madame Durand dans mon oreille, nous avons besoin que vous veniez à notre bureau demain matin à 9 h. Nous avons des documents que vous devez examiner et vérifier. Oui, dis-je sans quitter Marc des yeux. Je serai là. Quand j'ai raccroché, Marc m'observait attentivement. Trop attentivement. Un problème, demanda-t-il. Juste le fisc, dis-je en le testant.
Quelque chose à propos d'un contrôle. Son rire, cette fois, était encore plus forcé. Le fisc? Oncle Jean-Luc? Ces types essaient toujours de pressurer les gens. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que ce n'est rien. Tu sais à quel point ils sont bureaucratiques. Probablement juste une erreur informatique. Mais Julie s'était figée, son verre de vin arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Elle a regardé Marc et quelque chose est passé entre eux. Quelque chose qui a fait flamber mon instinct de procureur comme une vieille mémoire musculaire. J'ai prétexté ne pas me sentir bien et je suis parti 20 minutes plus tard. Alors que je retournais à mon appartement, le rire de Marc continuait de résonner dans mon esprit. Ce n'était pas le rire de quelqu'un surpris par une mauvaise nouvelle. C'était le rire de quelqu'un pris au dépourvu, luttant pour garder le contrôle d'une situation qui lui échappait soudainement. Le lendemain matin, j'étais assis face à Madame Durand dans un bâtiment administratif gris. C'était une femme dans la quarantaine avec des yeux perçants et une attitude stricte qui me rappelait les enquêteurs avec qui je travaillais. Elle a étalé des documents sur le bureau entre nous. Monsieur Mercier. Ce sont les statuts constitutifs de Groupe Conseil Mercier, déposés en août 2022. J'ai pris le premier document. Il y avait mon nom, clairement dactylographié, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, et en bas, une signature qui m'a retourné l'estomac. Elle ressemblait à la mienne, presque parfaite, mais je connaissais ma propre main. Le J majuscule avait une boucle légèrement trop ronde. Le R final de Mercier traînait trop loin vers la droite. Ce n'est pas ma signature, dis-je calmement. Madame Durand a hoché la tête. Nous nous en doutions. L'analyse graphologique le confirmera, mais ce n'est que le début. Le groupe Conseil Mercier a déclaré des pertes pendant 3 années consécutives. Ces pertes ont été imputées sur votre revenu personnel, ce qui a donné lieu à des remboursements d'impôts totalisant 85 000 €. Des chèques de remboursement que je n'ai jamais reçus, ai-je dit. Exactement. Les chèques ont été déposés sur un compte professionnel à la BNP Paribas. Nous avons réquisitionné les relevés bancaires. Elle fit glisser un autre document sur le bureau. Le compte avait été ouvert au nom de la société avec vous comme signataire autorisé. Mais regardez la carte de signature réelle. J'ai regardé. La signature était la même version légèrement fausse de mon nom. Mais il y avait autre chose. Une deuxième signature, plus petite, dans le coin où les témoins signent, marquée Mercier. La pièce a semblé basculer. J'ai agrippé le bord du bureau. Votre neveu, a dit Madame Durand, et ce n'était pas une question. Je suis rentré chez moi dans un état second. Le Marc que je croyais connaître, le fils de mon frère, le garçon que j'avais vu grandir, dont j'avais aidé à payer les études universitaires. Il ne pouvait pas être capable de ça. Mais la preuve était là. Noir sur blanc. Indéniable. Cet après-midi-là, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai appelé ma banque et demandé des copies de tous mes relevés de compte pour les 3 dernières années. Ensuite, j'ai appelé l'INPI et Infogreffe pour obtenir un dossier complet de tous les documents déposés sous mon nom. Puis je me suis assis à mon bureau et j'ai attendu. Les relevés bancaires sont arrivés par email en 1 heure. Tout semblait normal au début. Mes dépôts de pension, mes paiements de factures, mes retraits pour les courses. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Tous les quelques mois, il y avait un petit retrait, toujours juste en dessous de 1 000 €, toujours étiqueté virement instantané. Je n'utilisais pas les virements instantanés. Je comprenais à peine comment ils fonctionnaient. J'ai appelé le service des fraudes de la banque. La femme qui a répondu a pris mes informations et m'a mis en attente. Quand elle est revenue, sa voix avait changé, devenue plus grave. Monsieur Mercier, ces virements ont été envoyés à une adresse email se terminant par mxg.conseil@gmail.com. La question de sécurité pour chaque transfert était neveu préféré et la réponse était Marc. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Les petits montants, toujours sous le seuil de déclaration automatique, soigneusement structurés pour éviter les drapeaux rouges. Mais sur 3 ans, ils s'additionnaient. Le dossier de l'INPI est arrivé 2 jours plus tard. À l'intérieur se trouvait un imprimé qui a fait trembler mes mains. Il montrait chaque entreprise, chaque entité corporative enregistrée sous mon identité. Groupe Conseil Mercier était là. Mais elle n'était pas seule. Il y avait 4 autres sociétés, Mercier Services, Holding DMSAS, Mercier Planification Successorale,
Groupe financier Mercier. Tout enregistré entre 2022 et 2024. Toutes me listant comme dirigeant. Toutes dont je le savais sans même vérifier, jamais entendu parler. J'avais 67 ans, j'étais un procureur à la retraite qui avait passé toute sa carrière à mettre des criminels derrière les barreaux, et j'avais été systématiquement victimisé par mon propre neveu. La honte était presque pire que la colère. Mais je n'étais pas juste une victime. J'étais un magistrat avec 40 ans d'expérience dans la construction de dossiers, et Marc venait de me donner toutes les preuves dont j'avais besoin. J'ai commencé par les bases. J'ai sorti mon vieux classeur, celui avec les dossiers de toute ma carrière juridique. Tout au fond, j'ai trouvé ce que je cherchais, le dossier étiqueté et Thomas, succession 2021. Le testament de mon frère, le certificat de décès, et tous les papiers du règlement de ses affaires. Je me souvenais clairement de cette époque. Thomas était mort subitement d'une crise cardiaque, et j'avais été dévasté. Marc était intervenu immédiatement, plein de sollicitude, m'aidant à trier le chagrin et la paperasse. Il m'avait apporté des documents à signer, des explications sur les procédures notariales, des formulaires pour la succession. J'avais signé tout ce qu'il mettait devant moi, reconnaissant d'avoir de la famille pour s'occuper des détails pendant que je pleurais mon seul frère. Avec le recul, je voyais maintenant comment il avait fait. Mélangé aux documents légitimes de la succession, il avait enfoui d'autres papiers, des formulaires d'enregistrement d'entreprise, des autorisations bancaires, des procurations, tous nécessitant ma signature, tous expliqués comme nécessaires pour la succession. Et moi, aveuglé par le chagrin et la confiance, je les avais tous signés. J'ai étalé les documents sur mon bureau et commencé à recouper les dates. Groupe Conseil Mercier, août 2022. Le même mois où nous avions finalisé la succession de Thomas. La première déclaration fiscale frauduleuse déposée en mars 2023, réclamant des pertes d'une entreprise que je ne dirigeais pas. Mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin de comprendre toute l'étendue de ce que Marc avait fait. J'ai engagé une experte comptable judiciaire, Sandra Petit, spécialisée dans la fraude financière. Elle coûtait cher, mais j'étais prêt à dépenser ce qu'il fallait. Je lui ai donné accès à tout, mes dossiers fiscaux, mes relevés bancaires, les documents d'enregistrement des sociétés, tout. 3 jours plus tard, elle m'a convoqué à son bureau. Son visage était sombre. Monsieur Mercier, c'est une fraude financière sophistiquée. Votre neveu ne s'est pas contenté de faire de fausses déclarations fiscales. Il a construit une structure d'entreprise conçue pour drainer vos actifs systématiquement au fil du temps. Elle m'a montré un graphique qu'elle avait créé, des lignes et des boîtes reliant toutes les sociétés écrans montrant le flux d'argent. Il a créé ces sociétés coquilles vides et les a utilisées pour déclarer des pertes commerciales contre votre revenu personnel. Le fisc a émis des remboursements qui sont allés sur des comptes qu'il contrôlait. Mais ce n'est que la phase 1. La phase 1 ? Ai-je demandé, la bouche sèche. La phase 2 est déjà en cours. Regardez ça. Elle a affiché un document sur son ordinateur. Il y a 3 semaines, le groupe Conseil Mercier a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur votre appartement. Ils prétendent que vous devez à l'entreprise 300 000 € pour des frais de conseil impayés. Mon appartement, le foyer où j'avais vécu pendant 20 ans, valant près de 800 000 € dans le marché surchauffé de Paris. Peut-il faire ça ? Ai-je demandé. Inscrire une hypothèque basée sur une fausse dette ? Il peut la déposer, a dit Sandra. Qu'elle tienne devant un tribunal est une autre affaire. Mais voici le problème, il est listé comme directeur de l'entreprise et il a des documents d'entreprise avec votre signature falsifiée l'autorisant à agir au nom de Mercier Conseil. À moins que vous ne puissiez prouver la fraude, ce qui prend du temps, cette hypothèque reste là, grevant votre propriété. Vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas refinancer. Vous êtes coincé. Quel est son but final ? Ai-je demandé, bien que je commençasse à le voir. Je pense qu'il prévoit de forcer une vente. L'entreprise prétendra que vous ne pouvez pas payer la dette et demandera la vente forcée de votre appartement pour satisfaire la créance. En tant que directeur de la société créancière, il aura une influence significative sur la façon dont cette vente se déroule. Dans le pire des cas, il structure la vente pour que l'entreprise achète votre appartement en dessous de sa valeur marchande, le revende et empoche la différence. Dans le meilleur des cas pour lui, vous paniquez et acceptez de vendre, et il négocie un règlement où il prend une part importante de votre capital. Je me suis adossé à ma chaise, me sentant plus vieux que mes 67 ans.
Mon neveu, le fils de mon frère, essayait de voler ma maison. De combien de temps disposons-nous? Ai-je demandé. D'après le dépôt de l'hypothèque, je dirais qu'il prévoit d'initier la procédure de saisie immobilière dans les 60 jours. Il doit attendre assez longtemps pour que cela paraisse légitime, mais pas trop pour que vous ne le découvriez pas et ne l'arrêtiez pas. Il a déjà attendu trop longtemps, dis-je doucement. Je l'ai découvert. Sandra a souri, et ce n'était pas un sourire plaisant. Alors voyons comment le détruire. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai ouvert mes vieux dossiers. Pas les dossiers physiques, ceux-là étaient archivés, mais les notes, les méthodologies, les modèles que j'avais appris en 4 décennies de poursuite de crimes financiers. Marc pensait être intelligent, mais il avait commis les mêmes erreurs que tous les criminels en col blanc. Il était devenu avide. Il avait agi trop vite. Et surtout, il avait laissé des traces. J'ai sorti un bloc-notes jaune et j'ai commencé à écrire. Pas des notes émotionnelles, pas des accusations colériques. Une chronologie, une liste de preuves, une stratégie de poursuite. Parce que c'est ce que cela allait devenir, une poursuite judiciaire. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate. Pas n'importe laquelle, mais maître Marguerite Okono, qui avait la réputation d'être la meilleure litigatrice de Paris. Elle avait été jeune substitut du procureur quand j'étais magistrat principal, et je l'avais mentorée au début de sa carrière. Maintenant, elle dirigeait son propre cabinet spécialisé dans les fraudes complexes. Jean-Luc, dit-elle quand je suis entré dans son bureau. J'ai entendu dire que vous aviez pris votre retraite. Qu'est-ce qui vous amène? Je lui ai tendu un dossier. J'ai besoin de détruire mon neveu. Elle a haussé un sourcil, ouvert le dossier et commencé à lire. J'ai regardé son visage changer alors qu'elle parcourait les documents, les signatures falsifiées, les sociétés écrans, la fraude fiscale, l'hypothèque. Quand elle a fini, elle m'a regardé. C'est de la fraude criminelle, plusieurs chefs d'accusation, faux et usage de faux, usurpation d'identité, fraude fiscale. Jean-Luc, pourquoi venez-vous me voir au lieu d'aller directement à la police? Parce que je ne veux pas qu'il soit arrêté tout de suite, ai-je dit. Pas encore. Je veux d'abord qu'il soit ruiné. Marguerite s'est adossée à sa chaise. Dites-moi ce que vous avez en tête. Marc pense avoir été malin. Il pense que je suis juste un vieil homme solitaire qui a perdu son tranchant. Il pense que l'hypothèque va me faire paniquer et me pousser à transiger, lui donnant un paiement. Il n'a aucune idée que j'ai découvert toute l'étendue de ce qu'il a fait. C'est notre avantage. Continuez, dit-elle. Nous ne le confrontons pas. Nous le laissons croire que son plan fonctionne. Pendant ce temps, nous construisons un dossier en béton. Nous obtenons les preuves graphologiques sur les faux. Nous documentons chaque transaction frauduleuse. Nous travaillons avec le fisc pour montrer le schéma des fausses pertes. Et voici la partie clé, nous identifions chaque actif qu'il a acheté avec mon argent volé. Les yeux de Marguerite se sont illuminés. Saisie des avoirs criminels. Exactement. Nous ne voulons pas seulement qu'il soit inculpé au pénal. Nous voulons un jugement civil qui saisisse tout ce qu'il a acheté avec mon argent. Sa maison, ses voitures, ses investissements, tout. Nous voulons qu'il soit financièrement détruit avant même de voir l'intérieur d'un tribunal. C'est froid, Jean-Luc, a dit Marguerite. Mais elle souriait. J'adore ça. Au cours des 3 semaines suivantes, le cabinet de Marguerite est devenu une salle de guerre. Nous avons engagé un deuxième expert comptable. Nous avons fait venir un expert en documents pour analyser les signatures falsifiées. Nous avons travaillé avec un enquêteur du fisc pour recouper chaque transaction. Nous avons tracé chaque euro que Marc avait volé et documenté tout ce qu'il avait acheté. L'image qui a émergé était accablante. La maison à Saint-Germain-en-Laye achetée en 2022, un apport de 120 000 euros provenant du premier remboursement fiscal frauduleux. La BMW de Julie achetée avec un virement de mon compte. Une résidence secondaire à Deauville achetée via l'une des sociétés écrans. Des investissements en assurance vie, tous financés avec mon argent volé. Mais nous avions besoin d'une chose de plus. Nous avions besoin que Marc s'incrimine lui-même. Nous avons besoin qu'il admette l'existence des sociétés, a dit Marguerite. Pour l'instant, il peut prétendre que quelqu'un d'autre a falsifié votre signature et la sienne. Nous avons besoin qu'il reconnaisse qu'il a créé ces entités.
J'ai réfléchi. Il pense que je ne sais pas. Et si je lui demandais son aide? Marguerite m'a regardé vivement. Vous voulez l'enregistrer? Je veux dîner avec mon neveu, ai-je dit. Et je veux enregistrer chaque mot. Le dimanche suivant, j'ai conduit jusqu'à la maison de Marc. Dans la poche de ma veste se trouvait un petit dictaphone. Je savais que l'enregistrement à l'insu d'une personne est délicat en droit français, mais j'en avais besoin pour guider l'enquête de police et pour ma propre certitude morale. Julie a ouvert la porte, son sourire aussi artificiel que jamais. Jean-Luc, nous ne t'attendions pas, a dit Marc. Tu avais annulé. Changement de plan, ai-je dit en passant devant elle pour entrer dans leur maison. Je dois parler à Marc. C'est important. Il est apparu de l'étage, son visage soigneusement neutre. Oncle Jean-Luc, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai eu un contrôle fiscal, ai-je dit, laissant ma voix paraître fatiguée, vaincue. Le fisc dit que je leur dois de l'argent provenant d'une entreprise que je suis censé diriger. Je n'y comprends rien. Marc, tu m'as aidé avec toute la paperasse après la mort de ton père. Est-ce que j'ai accidentellement signé quelque chose que je n'aurais pas dû? J'ai observé son visage attentivement. Il y eut une lueur de soulagement, rapidement réprimée. Il pensait que j'étais confus, pas méfiant. Oncle Jean-Luc, dit-il, la voix pleine d'une inquiétude fabriquée. Tu ne rajeunis pas. Il est possible que tu aies juste oublié. Ces choses arrivent. Pourquoi ne nous asseyons-nous pas et je t'aiderai à trier tout ça? Nous nous sommes assis à sa table de salle à manger. Il a sorti un ordinateur portable. Dis-moi exactement ce que le fisc a dit, a-t-il suggéré. Quelque chose à propos de pertes commerciales, des entreprises avec mon nom dessus. Groupe Conseil Mercier, Mercier Conseil, quelques autres. Je l'observais. Ces noms te disent-ils quelque chose? Fit-il en tapant. Groupe Conseil Mercier. Oui, je me souviens de ça, oncle Jean-Luc. Nous avons mis cela en place pour aider à gérer tes revenus de retraite plus efficacement pour des raisons fiscales. Tu ne te souviens pas? Nous en avons discuté juste après la mort de papa. Nous l'avons fait? Ai-je dit, rendant ma voix incertaine. Oui, absolument. Et les autres? Celles-là faisaient toute partie de la même stratégie de planification successorale. Rien d'inquiétant. Les pertes sont justes sur papier. Ce sont des dépenses d'entreprise légitimes qui réduisent ta charge fiscale. C'est parfaitement légal. Mais le fisc semble inquiet, ai-je insisté. Le fisc est toujours inquiet, a dit Marc, sa voix prenant une pointe de condescendance. C'est leur travail. Écoute, oncle Jean-Luc, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais gérer ça pour toi. Je vais les appeler, expliquer la situation. Tu n'as pas besoin de stresser pour des questions financières compliquées. C'est à ça que sert la famille. Tu vas gérer ça? Ai-je demandé. Bien sûr. Je suis le directeur de ces sociétés de toute façon, en ton nom. J'ai la signature autorisée. Je peux traiter directement avec le fisc. Régler toute confusion. Je l'avais sur bande admettant qu'il avait créé les sociétés, admettant qu'il avait l'autorité de signature, admettant qu'il gérait mes affaires financières à mon insu. C'est un tel soulagement, ai-je dit en me levant. Merci, Marc. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Son sourire était condescendant. C'est à ça que sert la famille, oncle Jean-Luc. En partant, je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de trahison, juste une froide satisfaction professionnelle. J'avais mes preuves. 2 jours plus tard, Marguerite et moi sommes entrés dans les bureaux de l'employeur de Marc, une société de services financiers de taille moyenne dans le quartier de la Défense. Nous avons demandé une réunion avec le responsable de la conformité et le directeur juridique du cabinet. Nous avons exposé les preuves, les documents falsifiés, les sociétés écrans, les déclarations fiscales frauduleuses, tous commis par l'un de leurs conseillers financiers agréés. Le responsable de la conformité a pâli. Si c'est vrai, Marc Mercier perdra sa licence. Notre cabinet pourrait faire face à des sanctions réglementaires. C'est vrai, a dit Marguerite. Et c'est pire. Il a utilisé sa position de conseiller agréé pour gagner la confiance de sa victime. C'est une circonstance aggravante. Que voulez-vous? A demandé le directeur juridique. De la coopération, ai-je dit.
Renvoyez-le aujourd'hui. Fournissez-nous tous les dossiers de son emploi, ses interactions avec les clients, tout. S'il m'a fait ça, il a pu le faire à d'autres. Ils ont accepté immédiatement. 2 heures plus tard, Marc recevait un appel mettant fin à son emploi avec effet immédiat. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Marc? Oncle Jean-Luc. Sa voix était tendue. Je viens de me faire virer. Des conneries à propos d'une revue de conformité. Je pense qu'ils essaient de m'arnaquer sur mes commissions. Tu te rends compte? C'est terrible, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Je pourrais avoir besoin d'emprunter un peu d'argent pour tenir le coup. Juste le temps que je me recasse dans un nouveau cabinet. Peut-être 15 000 ou 20 000 euros. Je sais que tu les as, oncle Jean-Luc. Tu vis sur cette énorme retraite, en dépensant à peine. L'audace était stupéfiante. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le lendemain matin, Marguerite a déposé notre plainte, ainsi qu'une action civile non pas contre Marc directement, mais contre les 5 sociétés écrans qu'il avait créées. Nous avons lancé une action polienne pour faire annuler chaque transaction, chaque transfert, chaque achat d'actifs fait avec mon argent volé. Nous avons également déposé une plainte auprès de la brigade financière de la police judiciaire et leur avons fourni notre dossier de preuves complet. Et nous avons déposé une requête en urgence pour geler tous les avoirs de Marc en attendant l'issue du litige. Le gel a frappé ses comptes à 9h un mardi. À 9h30, mon téléphone sonnait. Marc, qu'est-ce que tu as fait? A-t-il hurlé dans le téléphone. Mes comptes sont gelés. Julie ne peut pas payer le crédit de la maison. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout découvert, ai-je dit calmement. J'ai tout trouvé, Marc. Les sociétés, les faux, la fraude fiscale, tout. Il y eut un silence à l'autre bout. Puis, oncle Jean-Luc, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, ai-je dit. Tu m'as volé. Tu as imité ma signature. Tu as créé de fausses sociétés pour vider mes comptes et réclamer des remboursements d'impôts frauduleux. Tu as mis une hypothèque sur ma maison. Tu as fait tout cela en prétendant te soucier de moi, tout en utilisant la mort de ton père pour gagner ma confiance. J'avais besoin d'argent, dit-il, sa voix se brisant. L'entreprise coulait. Nous allions tout perdre. Tu n'en as même pas besoin. Tu es vieux. Tu es seul. Tu n'as personne à qui le laisser de toute façon. Et voilà. La vérité. Pour Marc, je n'étais pas son oncle. J'étais juste un obstacle entre lui et l'argent auquel il se sentait droit. Tu as raison sur une chose, ai-je dit. Je suis seul. Ton père était ma seule famille. Et quand il est mort, tu étais tout ce qu'il me restait. Mais tu n'étais pas de la famille, Marc. Tu n'étais qu'un voleur attendant une opportunité. J'ai raccroché. Le processus judiciaire a été plus rapide que prévu. Les preuves étaient accablantes. L'expert en écriture a confirmé les faux. Le fisc a fourni la documentation des déclarations fiscales frauduleuses. Les experts comptables ont tracé chaque euro. Marc a engagé un avocat, un praticien solo désespéré, qui savait clairement qu'il défendait l'indéfendable. Ils ont essayé de prétendre que j'avais tout autorisé, que j'avais accepté la structure de l'entreprise, que ma mémoire était défaillante. Marguerite les a détruits au tribunal. Elle a présenté les enregistrements, la chronologie, la preuve que je n'avais même jamais entendu parler des entreprises jusqu'au contrôle fiscal. Elle a montré le schéma des petits retraits conçus pour éviter la détection, le timing calculé des transactions frauduleuses. La juge n'a pas été sympathique. Monsieur Mercier, dit-elle en regardant Marc depuis son siège. Vous avez exploité le chagrin de votre oncle suite au décès de son frère pour perpétrer une fraude systématique. Vous avez abusé de la confiance familiale, falsifié des documents légaux et tenté de voler son domicile. Cette cour trouve votre conduite répréhensible. Le jugement civil a été dévastateur. Chaque actif que Marc avait acheté avec mon argent a été confisqué. La maison à Saint-Germain-en-Laye, disparue. La BMW, la maison à Deauville, les investissements, tous saisis. Le jugement total était de 575 000 euros. Tout ce qu'il avait volé, plus des dommages-intérêts punitifs. Mais l'affaire pénale a été pire. Le procureur, dynamisé par notre dossier de preuves complet,
a inculpé Marc de 14 chefs d'accusation, usurpation d'identité, escroquerie, faux et usage de faux, et fraude fiscale. Il a plaidé coupable pour éviter un procès long. La juge l'a condamné à 4 ans de prison ferme. Julie a divorcé avant qu'il ne commence à purger sa peine. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon appartement en regardant la ligne d'horizon de Paris. L'hypothèque sur ma maison avait été levée. Mon crédit était rétabli. Le fisc avait annulé toutes les déclarations frauduleuses et me devait en fait un petit remboursement. J'avais récupéré la plupart de l'argent volé. La vente des actifs de Marc avait rapporté assez pour couvrir ce qu'il avait pris, bien qu'une partie ait été dépensée et disparue à jamais. Mais l'argent n'était pas vraiment le point essentiel. Le point était que Marc m'avait vu comme faible, comme quelqu'un à exploiter. Il avait pensé que mon âge, mon chagrin et ma confiance me rendaient vulnérable. Il avait oublié ce que j'avais passé 40 ans à faire. J'avais construit une carrière en poursuivant des gens exactement comme lui. Des gens qui pensaient être plus malins que tout le monde, qui pensaient pouvoir manipuler le système, qui croyaient que leurs victimes ne se défendraient pas. Je lui ai appris une leçon qui le suivrait pour le reste de sa vie. Ne sous-estimez jamais un procureur, même à la retraite. L'autre jour, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Marc, expédiée depuis la prison. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. Cher oncle Jean-Luc, commençait-elle. Je sais que tu ne me pardonneras jamais et je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. J'étais désespéré et j'ai fait des choix terribles. J'ai détruit ma vie. Mon mariage est le seul lien familial qu'il me restait. Je pense à papa tous les jours et je sais qu'il aurait honte de moi. Tu as passé toute ta vie à te battre pour la justice et je suis devenu exactement le genre de personne que tu mettais à l'ombre. Je vivrai avec ça pour toujours. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour je répondrai, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais une réunion avec le Conseil national des barreaux. Il m'avait demandé de parler lors d'un colloque sur l'abus de faiblesse financière envers les aînés, pour partager mon expérience et aider à éduquer les autres. Parce que c'est la leçon finale que Marc m'a enseignée. Cela arrive plus souvent que quiconque ne veut l'admettre. Des enfants volant leurs parents, des neveux escroquant leurs oncles, des membres de la famille exploitant la confiance pour un gain financier. Mais cela ne doit pas nécessairement se terminer par la ruine de la victime. Parfois, si vous avez les connaissances, les ressources et la détermination, cela peut se terminer par la justice. Qu'auriez-vous fait à ma place ?